je souhaite vous remercier chaleureusement. Il y a eu un travail intense, il y a eu des échanges dans les couloirs, dans les salles, des échanges d'arguments, de cartes de visite. Et vous comprendrez que je m'adresse à vous comme chers amis. Permettez-moi de vous remercier chaleureusement. Il y a des manifestations dans Paris, donc et surtout, vous êtes là après l'abondance et l'excellence des interventions qui ont eu lieu, qui ont nourri ces 3 journées. Ce palais des congrès qui était transformé en Smart Beehive, en ruche intelligente. Alors je prie les interprètes de m'excuser et je leur tire mon chapeau tout de suite parce que ces conférences se sont déroulées en franglais. Ça ne vous a pas échappé. Et c'est extrêmement difficile pour des interprètes de passer du français à l'anglais. Alors, vraiment, merci à elle. Merci. Alors, permettez-moi également de joindre mes félicitations et mes remerciements à celles et à ceux qui ont été formulés à l'endroit des organisateurs, en particulier le fondateur de ce colloque, Paul Sidbon, et Michel Rousseau. Michel Rousseau m'a fixé un thème, et celui de la démocratie et de la participation. Alors, je l'en remercie. Oh là, je crois que j'ai un peu accéléré. Voilà. Celui de la démocratie et de la participation, je l'en remercie car c'est effectivement un sujet qui m'occupe et qui me tient à cœur. Je suis en effet présidente de la commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux de la conférence des ONG du Conseil de l'Europe. C'est une commission qui rassemble 210 ONG internationales et vous savez que le Conseil de l'Europe est différent de l'Union européenne. Ça n'est pas ici que je vais probablement, mais parfois certains l'oublient, que c'est le premier organe politique qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Il rassemble 47 États membres. Voilà, on voit mieux. Qu'il rassemble 47 États membres qui vont de l'Islande à la Turquie, qu'il a pour priorité les droits de l'homme et la démocratie. On appelle le Conseil de l'Europe la maison de la démocratie. Et naturellement, ces priorités tiennent également à leur dimension territoriale. Et de même que, en ce moment, parmi les préoccupations particulières du Conseil de l'Europe, il y a les médias et les médias numériques. Alors, il est composé de 4 piliers, de ministres, de parlementaires, de pouvoirs locaux, et représentation avec le congrès de 200 000 pouvoirs locaux qui existent sur le continent européen, et de quelques 370 ONG. C'est l'un des très rares, peut-être le seul organe institutionnel au monde qui permet ce quadrilogue. Et c'est un quadrilogue tout à fait remarquable que nous souhaiterions voir se reproduire à tous les niveaux de gouvernance, où vous avez... voilà. Les ONG, elles, sont très diverses. Alors, nous avons des ONG de pouvoirs locaux, comme le Conseil des communes et régions d'Europe, l'Assemblée des régions d'Europe, les communes de montagne et d'autres. Nous avons des ONG plus directement engagées dans la défense des droits de l'homme ou des causes particulières, comme Amnesty International, Médecins du Monde et bien d'autres. Et nous avons des ONG spécialisées, comme la mienne, la Fédération internationale pour l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement des territoires. Et mon ONG, cette ONG, est basée à Copenhague. Elle a la particularité d'avoir été fondée en 1913 par Ebenezer Howard, qui était, il y a 100 ans, le père des cités-jardins. Vous savez que les cités-jardins avaient pour objectif premier la qualité de vie des habitants, l'harmonie des formes et des espaces, l'utilisation économe des ressources locales, avec un mode de vie facilité par la mixité fonctionnelle. Son objectif était le mieux-être des populations et la cohésion sociale. Tout était voulu pour aboutir à une vie harmonieuse
Et j'aimerais dire que par ses ambitions et ses objectifs, la Smart City, en tout cas je le souhaite, pourrait faire écho à la Garden City d'il y a 100 ans. Il faut tout de même une parenthèse à avoir à l'esprit lorsqu'on parle de cité-jardin en France. En France, ce sont des quartiers. Vous savez que dans les autres pays, notamment en Angleterre, ce sont des villes. Ce sont des villes qui se veulent parfaitement cohérentes et parfaitement harmonieuses. C'est la cité idéale, tout de même. Alors, la FIVUAT est aujourd'hui orientée sur la recherche et l'échange des meilleures pratiques dans le domaine du logement, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Elle est présente dans une soixantaine de pays. Elle est présente dans une soixantaine de pays. Ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est plutôt ce qu'est aujourd'hui ce congrès, c'est-à-dire que c'est un outil de coopération et un outil de fusion des pouvoirs et des énergies, et y compris dans le domaine des Smart Cities où nous organisons le 10 septembre prochain à Copenhague une manifestation avec le ministère des Affaires étrangères où naturellement nous parlerons du congrès de Paris et nous travaillerons pendant les 2 prochaines années sur the appropriate role of technology in urban development. La branche française créée par l'État au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale rassemble tous les acteurs concernés par l'acte de bâtir. Il s'agit de la COFUAT, la Confédération française pour l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, qui est aussi la tête de pont de la FIVUAT pour les pays francophones. Alors, les Smart Countries and Cities peuvent-ils être le chaînon manquant de la gouvernance vers la démocratie? La question est ambitieuse et elle est difficile, il faut le deviner. Et je voudrais plutôt vous dire comment je l'ai ressenti au cours de ces journées. On l'a vu apparaître, on a vu présenter des prouesses technologiques et on a vu aussi une préoccupation de l'humain. Et je citerai en exergue la phrase de l'un des tout premiers intervenants dans ce congrès, qui était le représentant d'Accenture et qui était à ma place, et qui a dit les villes qui réussissent sont citizen-centric. Alors, focalisé sur le citoyen, centré sur le citoyen. J'en ai la conviction absolue, et je crois que vous aussi probablement. Mais lorsqu'on dit les villes qui réussissent, de quelle réussite parlons-nous? Est-ce que nous parlons de croissance, d'attractivité, de développement des systèmes, d'interconnexion et de fluidité des réseaux, d'économie d'énergie, de valorisation des richesses culturelles et patrimoniales, de cohérence en matière de planification? Certainement oui. Oui, chers amis, les urbanistes et les acteurs du logement et des grandes entreprises membres de la COFUAT et de la FIVUAT, dont certaines sont intervenues dans ce colloque, partagent ce point de vue. Je suis certaine que vous le partagez. Mais nos membres élus et les membres de la commission que j'anime au Conseil d'Europe veulent plus. Et ils veulent une réussite qui soit davantage tournée vers l'humain, encore plus, vers une société solidaire, une société cohésive, une société qui soit en lien direct avec ses gouvernants. Nous sommes à Paris. C'est à Paris que le 11 janvier 2014, après des attentats que nous avons tous en mémoire, les citoyens se sont retrouvés dans la rue, dans une union fraternelle, on peut le dire. Les politiques se sont joints à eux, mais ce ne sont pas eux qui ont lancé la marche. Ce sont les citoyens eux-mêmes, grâce aux médias numériques et grâce aux réseaux sociaux. Si certains d'entre vous y étaient, ils savent que le besoin de cohésion était palpable, il était intense, il était immense, et la demande de sécurité était bien entendu très présente, mais au-delà de l'émotion, c'était un moment qui matérialisait le changement de paradigme dont nous avons parlé tout au long de ces journées, mais un changement de paradigme démocratique, un changement de paradigme qui va bien au-delà du matériel. Et nous étions dans le citizen-centric vu par les citoyens. Et je dirais dans la dimension co-citizen-centric, où les élus marchaient aux côtés des citoyens.
Alors, nous avons vu aussi la volonté du maintien et du développement d'un lien personnel entre les administrés et les élus. Le véritable enjeu aujourd'hui dans nos pays, et pas seulement en France, vous le savez, c'est dans les pays d'Europe, les pays de la Méditerranée et bien d'autres, c'est le retour de la confiance entre citoyens et politiques. Vous avez entendu le président de l'Association des maires d'Île-de-France hier. Il est favorable, bien entendu, au développement des Smart Cities. Il leur a apporté son soutien. Mais vous avez entendu aussi qu'il est très soucieux du lien personnel avec les habitants. Vous avez entendu dire qu'il répond tous les jours aux mails et aux réactions de ses administrés sur sa page Facebook jusqu'à une heure avancée de la nuit. Alors vous me direz, Courcouronnes, oui, il y a 15 000 habitants. Moins de 15 000 habitants. Et vous me direz, les maires de France, dont la grande majorité des 36 000 communes est en dessous même des 5 000 habitants, pourraient le faire. Alors peut-être avec l'aide des Smart Cities, mais je voudrais vous dire néanmoins que le maire de Bristol, en Angleterre, une ville, une métropole de 1 million d'habitants, le maire de Bristol répond de la même manière à tous ses habitants. C'est ce qu'il dit. Je n'ai pas essayé. Le maire de Bristol répond à tous ses habitants. Et vous savez que Bristol est une capitale, sera en 2015 capitale verte, fera partie des capitales de l'Europe, verte de l'Europe, qu'elle a été lauréate du prix international de l'innovation urbaine de Guangzhou en Chine, dont j'ai animé l'une des présentations finales. Et la ville de Bristol a été retenue pour son approche humaine dans la mise en place de sa Smart City. Alors, je voulais tout de même vous le signaler. Voyez, la confiance. Alors, le maire de Bristol, je crois, j'ai peut-être, voyez, voilà. Alors, ça, ce sont les lauréats du prix de Guangzhou, et le maire de Bristol porte un pantalon rouge qui fait que dans les congrès internationaux, vous ne pouvez pas le manquer. Et c'est un homme qui fait de la bicyclette, bien entendu, et qui est très proche de ses habitants. Vous avez sur cette photo également Dakar qui avait présenté, et la Colombie qui avait également fait quelque chose de tout à fait remarquable. Voilà. Alors, donc, nous avons, si j'ose dire, nous avions le développement du lien personnel et nous avons la confiance. La confiance que souhaitent les habitants, les citoyens. Cette confiance, l'un des élus du Bas-Rhin a écrit un livre qui s'appelle « Faire renaître la démocratie » et il parle du pouvoir de et non à la place du pouvoir sur. Alors, nous sommes bien conscients que les Smart Cities peuvent donner un redoutable pouvoir à ceux qui les détiennent et que nous voulons, il faut que nous soyons extrêmement vigilants à ce que cet outil serve au pouvoir de, avec les habitants, et pas au pouvoir sur. Alors, il y a naturellement trois moments, si j'ose dire. Il y a le recueil d'informations. Alors, de nombreux intervenants nous ont dit que l'usager était le premier capteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'usager sujet ou est-ce que c'est l'usager objet? Est-ce que c'est le capteur acteur ou est-ce que c'est le capteur utilisé, si j'ose dire? Alors, quelle garantie lui offrons-nous, nous tous, qui sommes ici, du respect de sa vie privée? La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a le mérite d'exister en France. Mais nous connaissons la limite matérielle de ses capacités de suivi et d'intervention. Nous savons aussi qu'elle peut donner des autorisations, je l'ai découvert en lisant les brochures qui sont dans le salon, à l'extérieur, de croisement d'informations qui ne seraient peut-être pas toutes approuvées par les citoyens. Donc, le recueil d'informations. Quel recueil d'informations? Auprès de qui? Avec quel consentement? Comment? Il y a l'utilisation de l'information. Les citoyens que nous sommes et les élus sont très préoccupés par l'utilisation d'informations croisées, justement à notre insu.
Et dans l'une des salles, le maire d'une commune proche de Paris, le maire de Bougival, prônait la transparence en matière de sécurité des données personnelles au nom de la sécurité publique. On devinait qu'il le faisait au nom de l'éthique publique. Alors, jusqu'où aller dans la protection des données personnelles? Que penser du profilage des usagers qui permet d'anticiper leur comportement? Vous me direz que c'est ce que fait Google à longueur de journée. Et d'autre part, on peut s'interroger aussi lorsqu'on sait que lorsqu'il y a un attentat sur un avion et lorsqu'on voit qu'on a du mal à avoir la liste des passagers. Alors là, c'est aussi un autre point qui va un peu en sens contraire. Alors la mise à disposition de l'information, elle est fascinante. Les outils de simplification de la vie quotidienne, des outils de simplification de la vie quotidienne aux outils d'interaction avec le maire et les services municipaux. J'ai vu des applications sur smartphone telles que Fabville, qui était l'un des exposants, qui facilitent l'accès des citoyens aux services publics et privés. D'un clic, il permet de proposer un sondage aux administrés ou de signaler des dégradations et des dysfonctionnements directement en mairie. C'est ce que font des villes étrangères depuis quelques années comme Porto Alegre, qui rend cette information accessible à l'ensemble de ces administrés, mais les administrés doivent s'enregistrer sur le site, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être anonymes. Et leur application s'appelle Wikicity. J'avais fait intervenir leurs inventeurs, si on peut dire, dans le cadre du Forum mondial de la démocratie à Strasbourg. C'est certainement quelque chose aussi qui mérite qu'on y porte beaucoup d'intérêt. Et comme dans le cas de Fabville ou d'autres, lorsque des dégradations ou des dysfonctionnements sont signalés, ils vont directement dans le service concerné et ensuite on suit la manière dont l'intervention est suivie. Autrement dit ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a eu quelques maires qui ont visité le salon hier. Et j'ai vu que certains maires qui ont adopté ces applications l'avaient sur leur smartphone ou sont prêts de l'avoir sur leur smartphone. Mais c'est là où il faut être vigilant, il faut que ça soit, j'espère que cela ira au-delà du gadget, si je peux me permettre, mais ça n'était pas le cas visiblement, mais ça pourrait l'être pour certains dans la poche du maire. Il y faut donc une forte volonté politique, une volonté politique d'interaction. Voilà, donc ce que je voudrais vous dire, alors qu'il s'agisse de l'attention portée également, il faut également porter attention au risque d'exclusion que cela peut engendrer, ça a été dit certainement dans plusieurs ateliers. On ne peut pas en raison de la langue, en raison du handicap, en raison de l'âge et en raison tout simplement des gens qui ne veulent pas utiliser les nouvelles technologies. Et les villes connectées doivent rester des villes accessibles à tous. Il faut donc veiller à ne pas sacrifier des communautés ou des générations entières. Qu'il s'agisse enfin du sentiment d'insécurité ou de la mise en danger réelle des citoyens, il faut y prendre garde aussi. Et je m'adresse aux opérateurs, s'il y en a dans cette salle, qui exportent ces technologies dans les pays qui ne sont pas nécessairement connus pour leurs pratiques démocratiques et où l'on sait que la moindre intervention peut être utilisée pour contrôler les habitants. Sans doute faudrait-il alors accompagner les propositions techniques de chartes, peut-être, de chartes de bonnes pratiques et de chartes éthiques pour l'utilisation de ces technologies. En conclusion, je dirais que nous avons eu de nombreuses présentations d'outils de régulation de la consommation d'énergie, de l'offre de transport, de protection. C'est un progrès incommensurable. Nous sommes à l'approche de la COP21. Il est évident que ces outils peuvent être d'un intérêt capital pour les partenaires, car bien entendu, les États vont s'engager. Mais nous savons aussi que ce ne sont pas les États, que ce sont plutôt les pouvoirs locaux et plutôt naturellement les citoyens. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur l'impact que peuvent avoir ces technologies. Donc, elles réduiront certainement les gaz à effet de serre.
mais elles ne pourront le faire encore une fois qu'avec la participation des citoyens, pas en les utilisant comme simples capteurs, mais comme acteurs. Nous savons tous que rien ne pourra se faire sans la mobilisation des pays, et ainsi que je vous le disais, surtout celle des pouvoirs locaux et des citoyens. Les techniques qui nous ont été présentées, il faut le dire, sont extrêmement encourageantes. Elles doivent nous donner le pouvoir et non le pouvoir d'eux, encore une fois, et non le pouvoir sur. Le véritable enjeu est celui d'une gouvernance intelligente qui passe par une gouvernance participative et partagée. Et je souhaiterais terminer en vous indiquant 3 plateformes sur lesquelles vous pouvez présenter vos projets, si vous en avez. Alors, la première est la Semaine européenne de la démocratie locale. Voilà, ici. La Semaine européenne de la démocratie locale a été mise en place par le Conseil de l'Europe. Elle se diffuse dans l'Europe, en Europe. Et pendant cette semaine qui est à la mi-septembre, mi-octobre, vers le 15 octobre, toutes les collectivités, les associations, mais avec les collectivités, peuvent peuvent utiliser le logo du Conseil de l'Europe et le logo de cette Semaine européenne de la démocratie locale, dont le thème cette année est vivre ensemble dans les sociétés multiculturelles, se respecter, dialoguer, interagir. Donc vous voyez que la place est là pour présenter des opérations que vous conduiriez ou des mises en route, si j'ose dire, de projets tels que celui de certains aspects des Smart Cities. Donc, si vous avez connaissance de communes qui s'engagent, qu'elles s'inscrivent dans cette Semaine européenne de la démocratie locale, elles peuvent de surcroît, si elles ont un budget dédié, bénéficier d'un label. Vous savez que nous aimons toujours tous beaucoup les labels, d'un label 12 étoiles. Il y a ensuite le Forum mondial de la démocratie qui est aussi organisé par le Conseil de l'Europe et qui cette année s'appelle Liberté versus contrôle, pour une réponse démocratique. Donc là aussi, nous sommes en plein milieu du sujet et il aura lieu du 18 au 20 novembre 2015 à Strasbourg. Et enfin, je vous ai parlé tout à l'heure de Guangzhou, du prix de l'innovation urbaine 2015 de Guangzhou. Il sera probablement rapidement ouvert à la candidature. Et là aussi, les communes, quelle que soit leur taille, peuvent se candidater. Et si elles ont des projets de Smart Cities, elles peuvent le faire. Voilà, je vous remercie.